pour cette deuxième chronique vidéo consacrée cette fois-ci à la série Stargate SG-1. Donc pour présenter rapidement Stargate SG-1, c'est une série télévisée qui a duré 10 saisons, 213 épisodes, et produite par Brad Wright et Jonathan Glassner, qui étaient des producteurs des séries télévisées Poltergeist et Au-delà du réel, l'aventure continue dans les années 90. Donc Stargate à la base est un film de Roland Emmerich qui est sorti en 1994. Et aujourd'hui, nous avons décidé avec Maxime et Aude, qui sont tous deux fans de la série, de vous présenter les meilleurs épisodes, ou du moins nos favoris. Première saison. Dans l'épisode 6 de la saison 1 de Stargate SG-1, Double, SG-1 débarque sur une planète recouverte de cristaux bleus. Jack, en s'approchant de l'un d'entre eux, est projeté au loin par une force inconnue qui prend ensuite son apparence. Le double de Jack va ensuite se lancer en quête du fils du colonel, Charlie, mort depuis plusieurs années. Alors, ce fameux épisode double dont tu viens faire l'introduction, Aude, qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup ? Pour ma part, c'est sans doute mon préféré de toute la série Stargate, puisqu'il met en avant l'histoire personnelle de Jack. Et en général, c'est ce que je préfère dans les épisodes, c'est quand un personnage est mis en avant, qu'on en apprend plus sur lui. Et ça clôt aussi cette thématique qui était utilisée dans le film Stargate, où justement le personnage a été introduit peu après la mort de son fils. Et c'est justement ce qui est mis en avant dans cet épisode en fait. Ça clôt un peu son deuil. Donc, un épisode très focalisé finalement sur le personnage de Jack O'Neill et qui tisse bien le lien avec le film original. Voilà, c'est ça. On sent dans cet épisode-là, on ressent à nouveau la tristesse justement de Neil suite à la perte de son fils, qui est du coup un élément majeur parce que c'est l'élément déclencheur qu'on a vu dans le film et qui du coup avait été très peu évoqué dans les premiers épisodes de la série, notamment le pilote. Et là on retrouve et avec cet arc-là, ça permet de clôturer le sujet comme tu disais et que le personnage évolue et réussisse à passer à autre chose. Et puis c'est du coup un épisode extrêmement émouvant et l'acteur parvient très bien justement à nous montrer cette émotion, cette peine par rapport à la perte de son fils et tout ce qui s'ensuit dans l'épisode. Oui. Et l'un des aspects marquants, en dehors des relations entre les personnages, c'est aussi, je trouve, le style de la planète qui est proposé ici. Généralement, dans Stargate, on a l'habitude de découvrir des planètes plutôt forestières. Cette fois-ci, on a une planète de sable remplie de cristaux, et je trouvais ça plutôt bien pensé. Oui, c'est très rare de sortir du thème forêt de pin dans Stargate en général, donc on apprécie ce genre d'épisode. Oui. C'est vrai que compte tenu que la série est tournée à Vancouver, où c'est une zone avec beaucoup de forêts, comme beaucoup de séries tournées là-bas, profitent des décors naturels sur place et très peu finalement font l'effort de changer en fait de ce type de décor et d'expérimenter des décors assez novateurs. Et là, pour une série qui se passe sur des planètes extraterrestres, ça semblait logique et pourtant c'est un des rares épisodes qui le fait réellement. C'était très appréciable. Donc le troisième intérêt, disons, de cet épisode, c'est aussi cette rencontre avec de nouvelles formes de vie qui ne sont pas humanoïdes et qui ne parlent pas anglais. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Et ça nous permet de voir que sur d'autres planètes, c'est pas forcément toujours la même chose. Il peut y avoir des choses étonnantes, nouvelles. Et là, en l'occurrence, il s'agit de ces cristaux bleus qui sont aussi des êtres vivants à part entière. Dans l'épisode 16 de la saison 2 de la 5e race, O'Neill s'intéresse à un étrange appareil extraterrestre qui emprisonne sa tête pendant quelques secondes. Jackson est convaincu que le colonel, en incapacité apparente, a à présent accès à un immense savoir lui permettant de comprendre les mystères des origines de la Porte des Étoiles. Parviendront-ils à profiter de ces informations et à sauver O'Neill ? Moi, ce qui me plaît dans cet épisode-ci, c'est que c'est la toute première fois dans la série
qui a évoqué réellement la race des anciens et du coup toute la connaissance qu'ils peuvent avoir. Et sachant que c'est la première pierre de toute cette histoire qui va s'écouler jusqu'à la fin de la saison avec la découverte petit à petit de la technologie, du langage, de la connaissance qu'ils ont. Oui. Et aussi de cet appareil de transmission de connaissances, puisqu'ils vont le retrouver encore à 2 reprises d'ici la fin de la série. Et c'est assez intéressant parce que le personnage de O'Neill est le personnage plutôt basique, on va dire, dans l'équipe. C'est le militaire, c'est pas celui qui a la meilleure intelligence, dirons-nous. Et du coup, c'est intéressant que dans cet épisode-là, ce soit lui qui acquiert tout ce savoir, qui dépasse carrément tous les autres, aussi bien sur les plans archéologiques, Daniel est totalement dépassé, sur les plans scientifiques, là c'est Carter qui est à la ramasse. Donc du coup, ça permet de bien mettre en avant aussi le personnage de Neil dans celui-ci par rapport à ses comparses. Après, c'est un épisode qui présente aussi pour O'Neill encore un côté humoristique, puisqu'il commence à mélanger sa propre langue avec la langue des anciens, donc c'est plutôt amusant pour le téléspectateur. Donc il s'en rend même pas compte, donc ce qui fait des situations un petit peu cocasses avec ses compagnons, puisqu'il ne croit pas ce qu'on lui dit, et les autres commencent à le croire un petit peu fou, donc c'est assez amusant. Donc un épisode qui contribue à la mythologie de Stargate. Oui. Et puis c'est aussi l'introduction d'une autre race extraterrestre, donc sans vraiment spoiler, disons que la fin de l'épisode marque un vrai tournant dans la série. Et c'est probablement une des meilleures scènes d'ailleurs de cet épisode, la toute dernière. Oui, parce qu'effectivement le titre même de l'épisode, la 5e race, vient marquer en fait, vient présenter l'attrait et l'importance que va avoir la Terre en fait au sein des grandes races qui peuplent l'univers et qu'on pourra découvrir au fur et à mesure de la série. Et du coup, c'est vrai que c'est un point qui revient aussi. Et puis des bonnes séquences d'effets spéciaux, à la fin de l'épisode notamment. À la fois, comment dirais-je, des effets spéciaux numériques mélangés avec des effets plus réels, ça rend plutôt bien. Dans l'avant-dernier épisode de la saison 2, 1969, un phénomène solaire renvoie nos héros dans le passé. Soupçonnés d'espionnage, O'Neill et son équipe parviennent à s'échapper avec l'aide de 2 jeunes hippies en route pour Woodstock. Alors ici, un épisode majeur sur le thème voyage dans le temps. Épisode assez original, donc c'est vrai que le thème du voyage dans le temps, on le voit dans toutes les séries de science-fiction quasiment. Mais celui-ci est plutôt pas mal, parce que déjà l'année dans laquelle il retourne, 1969, permet des petites anecdotes un peu amusantes, des références à la culture populaire, de science-fiction. Il y a une scène par exemple où on évoque Star Trek, on évoque Star Wars, donc ça fait toujours plaisir pour les fans. Et puis tout cet aspect hippie donc, qui existe de Woodstock, qui existe. Donc comme ils rencontrent 2 hippies, ils vont essayer de se fondre dans la masse en se déguisant, parce que ça fait quand même un peu déguisement pour le coup, mais c'est rigolo. Et puis en termes de voyage dans le temps, ici il y a un parti pris. Oui, parce qu'effectivement, le principe de fonctionnement de voyage dans le temps qui a été choisi pour cet épisode, c'est celui qu'on peut retrouver dans Terminator. C'est-à-dire dans Terminator, finalement le futur avec les Terminators, avec John Connor, n'existe pas si Reese n'est pas retourné dans le passé. Oui. C'est lui-même le père de John Connor. Et là, en fait, le principe est le même, puisqu'en fait, lorsqu'ils sont dans le présent et qu'ils repartent dans le passé, finalement, le présent duquel ils sont partis intègre déjà leur incursion dans le passé.
Donc du coup, c'est-à-dire que en fait, il y a une boucle. Le présent n'existe pas sans le passé. Contrairement à Retour vers le futur, où là finalement, en retournant dans le passé, ils ont des répercussions qui a un risque de modifier le futur. Alors que là, c'est pas possible, puisque finalement, en fait, le présent intègre le fait qu'ils ont déjà été voyagés dans le passé et qu'ils sont revenus. C'est un peu l'idée de la poule et de l'œuf qui est ça. arrivée avant. C'est ça. Oui. Alors après, bon, le voyage dans le temps, le thème du voyage dans le temps lui-même sera évoqué dans bien d'autres épisodes de la série. Oui, comme toute série de science-fiction, aussi bien les voyages spatiaux que les voyages dans le temps sont monnaie courante. Donc là, forcément, comme ils se baladent de planète en planète, les voyages spatiaux, c'est déjà presque à chaque épisode. Et du coup, effectivement, les voyages dans le temps seront visibles de plusieurs façons, soumis à plusieurs sauces, contredisant même certaines théories, puisqu'il y a d'autres épisodes où ils vont utiliser un système de temporalité des voyages dans le temps complètement différente de celle de cet épisode-ci, où là justement le fait de voyager dans le passé va modifier le futur. Donc c'est assez étonnant qu'ils choisissent finalement de se contredire eux-mêmes dans leur style et dans leur choix. Un épisode marquant pour la deuxième saison avec un dénouement assez intéressant. Dans l'épisode 21 de la saison 3 de Stargate SG1, le crâne de cristal, au cœur d'une gigantesque pyramide, Daniel découvre un crâne de cristal semblable à celui trouvé par son grand-père il y a des années. En entrant en contact avec l'objet, Daniel disparaît. SG1 part alors à la recherche de son grand-père pour qu'il les aide à retrouver la trace de Daniel. Alors le crâne de cristal est un peu à Daniel ce que Double est à Jack O'Neill, puisqu'il va se focaliser sur ses relations familiales, son passé un petit peu compliqué, et notamment ses relations avec son grand-père, qui a vécu toute sa vie obnubilé par une découverte archéologique, donc la découverte d'un crâne de cristal qu'il aurait, selon ses dires, transporté dans une pyramide où il aurait rencontré des extraterrestres. Donc évidemment, il a été pris pour un fou toute sa vie. Et on peut faire le rapport avec Daniel, justement, qui avait une théorie à la base sur les pyramides lui-même, qui servait pour lui de plage d'atterrissage pour les vaisseaux extraterrestres. Donc de même, il a aussi été pris pour un fou pendant une grande partie de sa carrière. Et du coup, le fait de découvrir un nouveau crâne de cristal donc par SG1 va permettre à Daniel de retourner vers ce grand-père et du coup de clore un petit peu toutes ces émotions négatives qu'ils avaient entre eux en fait. Daniel ne croyant pas les histoires de son grand-père et son grand-père ne croyant pas non plus les histoires de son petit-fils. Donc c'est pareil, c'est un épisode plus émotionnel que dans l'action. Et c'est ce qui en fait justement pareil un de mes épisodes favoris. Cet épisode, le crâne de cristal, utilise un thème qui a déjà été exploité maintes fois dans la science-fiction. C'est le fait pour un personnage de devenir un peu hors phase, dans un plan astral invisible pour ses amis. Dans Star Trek, la nouvelle génération, on a déjà vu ce thème exploité. Mais aussi dans la série Sliders, les mondes parallèles, où le vortex avait été frappé par la foudre et Queen Mallory s'était retrouvée dans un plan astral et aucun de ses amis ne pouvait le percevoir. Et ce qui fait du coup l'attrait aussi comique de ce genre de situation, c'est qu'il y a toujours une seule personne particulière qui, elle, peut voir la personne qui n'est plus en phase, et ce qui amène toujours à des dialogues assez comiques, dans un premier temps parce que la personne qui voit le personnage qui est hors phase ne croit pas en ce qu'elle voit, elle s'imagine qu'elle a des visions ou autre, et de la même façon, la personne qui, elle, croit être invisible de tout le monde, qu'au moment où elle se rend compte que finalement quelqu'un peut le voir, il y a toujours un petit déclic de « Ah mais tu as réussi à le voir, mais pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit ?» Oui. Et l'histoire de Daniel est évoquée, la mort de ses parents, le fait qu'il reproche un petit peu à son grand-père d'avoir toujours été distant vis-à-vis de lui, obnubilé par ses recherches. C'est des aspects plutôt
plutôt intéressant. On peut noter aussi que c'est un des nombreux épisodes où Daniel Jackson disparaît, donc où il est supposé mort. C'est un thème assez récurrent dans la série. Je ne sais pas si c'est une intention comique de la part des auteurs de la série, mais c'est vrai que ça se répète. C'est vrai que Stargate SG1 a tendance des fois à s'auto-parodier. Les scénaristes se moquent des fois un petit peu. Même de décisions qu'ils ont pu prendre par rapport à tel ou tel personnage sur telle ou telle situation. Et c'est vrai que c'est un des attraits qui me plaît moi aussi dans cette série-là, c'est que justement, que parfois ils vont choisir des solutions totalement abracadabrantes, et alors qu'en fait, finalement, quelques épisodes plus tard, ils vont eux-mêmes se moquer d'eux-mêmes de la solution qu'ils avaient trouvée à l'époque, qui était un peu de... Parce qu'ils utilisaient du charabia scientifique et hop, ça fonctionnait. Dans le 6e épisode de la 4e saison, L'Histoire sans fin, les membres de SG1 sont exposés à un rayon lumineux et se retrouvent transposés dans un cycle temporel qui contraint Jack et Teal'c à revivre perpétuellement les mêmes événements. Donc, encore un épisode de voyage dans le temps, c'est pas tout à fait le voyage dans le temps comme on connaît, mais de boucle temporelle. Un épisode plutôt comique, on va dire, c'est celui-ci, où Jack et Teal'c se retrouvent à vivre la même journée encore et encore et encore. Et autant au début, leur but principal c'est de trouver la solution, très rapidement ils se rendent compte qu'ils revivent la même journée, donc pourquoi se presser? Ce qui va mener à pas mal de scènes comiques, puisque c'est vrai, la journée se répétant, les personnes autour d'eux oubliant ce qui s'est passé, ça ouvre la porte à du grand n'importe quoi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils n'auront pas de conséquences. Et c'est d'ailleurs Daniel lui-même qui suggère à Jack et à Teal'c de profiter de ce moment de boucle temporelle pour faire ce qu'ils veulent, comme jouer au golf dans la porte des étoiles, ou par exemple Jack lui donner l'opportunité d'embrasser Samantha Carter, des choses plutôt amusantes. Je vous le dis, Teal'c, si on ne se sort pas très vite de là, je vais bientôt craquer. Craquer, ça veut dire devenir fou. Dingue, cinglé, marteau, ne plus être en possession de toutes ses facultés, devenir peu à peu totalement maboule. Barjot! Autant Jack, on est habitué à le voir dans des rôles comiques, c'est un peu son rôle principal, que Teal'c, on le voit plutôt stoïque en général, mais là, quand il se rend compte que finalement on s'en fiche, il veut faire ce qu'il veut, il se lâche. Désolé, monsieur, je ne savais pas que... Dans le dernier épisode de la 10e et dernière saison de la série, Le Temps d'une vie, les Asgard sont en voie d'extinction et projettent de mettre fin à leur existence. Ils décident donc d'offrir à la Terre l'ensemble de leurs connaissances. Cependant, les Ori sont partout et poursuivent SG1. Pour se protéger de leurs puissantes armes, Carter plonge le vaisseau dans une bulle temporelle, le temps de trouver une solution. L'épisode Le Temps d'une vie, donc, qui est le dernier épisode de la série, ou du moins des saisons, même s'il y aura 2 téléfilms par la suite, est un épisode assez intéressant, puisque là encore, on retrouve à nouveau une histoire de voyage dans le temps, d'une certaine façon. Même si, dans le 1969, c'était un voyage dans le temps, un réel voyage dans le temps, dans L'Histoire sans fin, c'était une histoire de boucle temporelle, et ici, c'est une histoire de temps figé, en fait, où le vaisseau est bloqué. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement, à la base, c'était prévu pour être le dernier épisode de la série, puisque les 2 téléfilms n'étaient pas encore prévus. Et du coup, ça permettait, le fait qu'on voit leur vie s'écouler tout au long de l'épisode, de pouvoir aborder les thèmes qui n'étaient pas abordables avec une série. Si la série s'arrêtant là, ça permet de pouvoir traiter des thèmes qui durent dans le temps et qui n'auront pas le temps d'être vus dans des épisodes futurs. Donc je trouve ça assez intéressant. Outre le fait aussi d'avoir cette histoire de boucle, pas de boucle, mais de bulle temporelle qui fige le temps et qui permet aussi de voir l'évolution des caractères des personnages coincés dans cette situation-là, entre ceux qui profitent de ce temps-là
un peu comme dans L'Histoire sans sans fin. fin, de profiter de faire des choses auxquelles il n'avait jamais pensé, comme Sam qui décide de faire du violoncelle, Oui. ou Daniel qui en profite pour étudier pleinement l'héritage que leur a donné les Asgard, à défaut d'autres comme Cameron Mitchell qui lui s'ennuie un peu et tourne en rond. Et d'ailleurs dans cet épisode-là, étant donné qu'on a beaucoup avancé puisqu'on est rendu à la 10e saison de Stargate, l'équipe a un peu évolué et on a perdu le personnage de Jack O'Neill au profit de Cameron Mitchell ainsi que Vala Maldoran qui ont intégré l'équipe et qui ont permis de donner un peu de renouveau dans l'équipe, un peu de sang neuf, même si leur intégration dans l'équipe a créé une certaine scission chez les fans entre ceux qui préfèrent justement la première période, la première équipe et celle-ci. Tout comme peut nous en parler Aude justement. Voilà, c'est vrai que j'avais un petit peu arrêté Stargate au moment où Jack O'Neill est parti. Donc, j'ai repris après pour me faire une idée. Mais c'était plus pareil. Donc, ce que tu aimes, en fait, justement, le renouveau de la série, du sang neuf et tout ça, pour moi, c'était presque un point négatif, en fait. Moi, j'aime bien quand les choses restent dans la même lignée, assez constantes. Et du coup, ces saisons-là, même les nouveaux grands méchants, les Ori, j'arrivais pas j'ai jamais réussi à m'y faire. Pour moi, c'était les Goa'uld, quelques autres méchants, mais c'est tout. Donc, en fait, pour moi, la série s'arrête, disons, à la saison 7, 8 éventuellement, parce qu'on voit encore un peu Jack O'Neill, mais pas plus loin. Alors pour ma part, j'avais pas du tout apprécié la saison 8 parce que Jack O'Neill restait toujours au SGC, ne partait jamais en mission. C'est bien un choix de Richard Dean Anderson d'être moins impliqué dans la production pour se rapprocher de sa famille. Après, je suis assez d'accord avec Maxime sur le fait que ces saisons 9 et 10 ont apporté un nouveau souffle. Les Goa'uld avaient été pour ma part surexploités dans la série. Au bout de 8 ans, je considérais qu'il était temps d'introduire des nouveaux ennemis. Et les deux nouveaux acteurs, qui sont des rescapés de la série Farscape, étaient pour ma part très bons, apportent une certaine légèreté à la série qui aurait pu disparaître suite au départ de Richard Dean Anderson. Après, Richard Dean Anderson, je trouve que ça reste le cœur de Stargate SG1. Je pense qu'on l'affectionne tous ici, qu'on a découvert à la base avec la série MacGyver, et il a apporté beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté à Stargate. Et il est indispensable. Et on le retrouve d'ailleurs dans l'épisode, dans le dernier téléfilm qui conclut la série. Merci à vous deux pour cette nouvelle chronique de Silver Screen et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.